Le dernier quart d'heure de Smart Bourse, le lundi soir, c'est traditionnellement le quart d'heure américain, quart d'heure qui est remplacé par le plan de trading de la semaine. Ce soir, le plan de trading qui a lieu chaque lundi à 12h30 avec les équipes d'IG. Je vous propose de voir ou de revoir les analyses d'Alexandre Baradez, chef analyste d'IG, qui était avec nous à la mi-journée dans Smart Bourse. La poussée, il faut bien voir d'où on vient depuis octobre, même fin septembre pour certains indices. C'est quasiment 20% de hausse sur la plupart des gros indices, en tout cas pas tellement les valeurs de croissance, mais les indices un peu traditionnels, valeurs cycliques ou un peu value, CAC, DAX, Dow Jones ou autres. C'est quand même de sacrées performances qui sonnent comme des rallyes avant l'heure. Donc il serait quand même plus normal, même par rapport à une rythmique, par rapport à un mouvement de hausse, d'avoir plutôt une consolidation qu'on observe d'ailleurs. On voit qu'effectivement on est sur le même niveau maintenant depuis 3 semaines quasiment, de petits mouvements de retracement. La question, elle est, le raisonnement de fond, c'est on voit qu'on a des indications aux États-Unis, en Europe aussi, de tassement sur les prix. La semaine dernière, par exemple, les prix à la production aux États-Unis confirme cette inflexion, confirme 5 mois consécutifs de repli de cette pression. Donc le mouvement est enclenché. Mais on a vu des surprises mensuelles, par exemple. Et on a l'impression presque que le marché attend ça pour justifier de prendre un peu ses gains. C'est-à-dire qu'il voit que les prix ont plafonné. On a vu également les chiffres CPI plus globalement. Et toutes ces composantes, ces sous-composantes de l'inflation, qui la plupart sont en train de se replier. Donc on n'a pas l'impression que le marché soit convaincu que l'inflation puisse repartir, mais on le sent peut-être en train de chercher de bonnes raisons d'aller plus haut, en fait. Et moi, j'en vois, je les vois à moyen terme, ces raisons. Cette inflexion d'inflation, des prix à la production en Chine également, 2e mois consécutif de repli des prix, les PPI en Allemagne également, de très belles surprises il y a quelques jours. Donc on a l'impression que le job sur les prix commence à se faire. Donc on comprendrait dans ce contexte, alors que la macro mondiale est en train de ralentir, on le voit sur différents indicateurs PMI ou autres, on comprendrait et on comprendra probablement dans les heures qui viennent, les jours qui viennent, que 50 points de base, c'est le bon rythme adopté pour les principales d'entre elles. Et à la fois, on ne voit pas comment, du coup, le marché, il a déjà pricé un peu ça, 52-50 points de base, et il a pricé ces ralentissements d'ordre sur les prix. Donc, où sont désormais les catalyseurs pour aller plus haut? La macro selon moi, ne peut pas en être un, parce que la macro ralentit. Donc, il y a plutôt, je trouve, cet élément, et c'était d'ailleurs ce qu'on a échangé il y a quelques temps, de dire, désormais, peut-être plus grande place à la macro. Ouais. Et on a un peu vu ça ces dernières semaines, le ISM manufacturier. L'autre jour, c'était le très bon rapport sur l'emploi. Du coup, il était trop bon pour le marché, donc il a baissé. ISM service, pareil. Bon rapport ISM. Et c'est ça qui est perturbant. On a l'impression que le marché voit que l'économie ralentit, et ceux qui le raccrochent à une économie encore résiliente, le cas de l'ISM service, par exemple, eh bien, c'est un argument plutôt pour vendre, plutôt pour s'enthousiasmer à aller chercher de nouveaux rallyes. Donc on ne voit pas du coup si la bonne macro est baissière, si la mauvaise macro est baissière, et que les banquiers centraux, cette espèce de pivot, en tout cas d'allègement de la rhétorique, il a déjà été pricé depuis 2 mois, pourquoi aller plus haut tout de suite, voilà. Le marché veut voir le train de la récession passer. C'est-à-dire qu'il y a le train de l'inflation qui est en train de passer, et comme chacun le sait, un train peut en cacher un autre. Le train qui arrive derrière, c'est celui de la récession, et le marché voudrait le voir matériellement un peu plus, de manière un peu plus significative. J'ai l'impression que c'est ça, et à la fois, ce qu'on disait ensemble il y a quelques temps aussi, c'est que les gérants aussi, certains ne sont peut-être pas rentrés dans ce dernier rallye, donc attendent des mouvements plus opportuns. Donc comme tout le monde attend les mouvements opportuns, ça bloque aussi les velléités de trop grosses corrections. Donc c'est là qu'on se dit qu'il y a de la place effectivement pour de la consolidation. C'est vraiment le terme, c'est-à-dire qu'on a un marché où là, on voit que le VIX par exemple aux États-Unis qui tombe à 19,50, c'est un peu trop bas ça. Hop, ce matin, il a monté un peu. Voilà, 24. C'est pas dramatique, mais on a l'impression que c'est ce qu'il faut quand même, que la vol n'aille pas en dessous de 20 tout de suite, parce que c'est trop rapide, ça détend trop les conditions financières. Et il ne faut pas non plus créer de la panique sur le marché. Et les banquiers centraux auront à cœur probablement effectivement de ne pas agiter tout le monde là à 2 semaines de la fin d'année. Ouais, en termes d'agenda, pourquoi cette semaine va être importante? Il y a les décisions de banque centrale qu'on a évoquées. Il y aura un chiffre d'inflation aux États-Unis demain d'ailleurs, pendant la réunion de comité de politique monétaire de la Réserve fédérale américaine. Donc évidemment, ça fera partie de la conversation des banquiers centraux américains. On attend là aussi une confirmation d'une décélération sur quelques mois maintenant de l'inflation globale aux États-Unis. Et puis en matière de conjoncture, on aura en fin de semaine les enquêtes avancées auprès des directeurs d'achat, notamment pour l'Europe, avec des PMI du mois de novembre en Europe, qui montraient effectivement une contraction d'activité dans le secteur manufacturier, mais
il y avait plus d'accélération à la baisse de ces PMI sur le mois de novembre. Donc on sera très attentif effectivement à ces indicateurs de conjoncture pour le mois de décembre. Alors, je sais effectivement, est-ce que voir s'il y a un bottom ou pas. C'est vrai que les derniers chiffres macro, si on doit regarder les chiffres chinois comme des indices un peu avancés par rapport à l'Europe, c'est vrai que par contre la dernière balance commerciale chinoise était vraiment pas terrible. La partie domestique, on s'y attendait, mais la partie exportation, qui est quand même un révélateur de la dynamique mondiale, là était quand même très très faiblarde. Et donc, alors on sait que les PMI aussi, il y a un petit peu de retard, donc ça peut bien matcher avec des PMI sous 50 et ces indicateurs sur le commerce chinois. Est-ce que de bons PMI pourrait amener donc des PMI, on va dire, à 51 par exemple. On était à 49 sur la partie, je crois, manufacturière, donc, ou service, je ne sais plus, mais en tout cas, est-ce qu'un retour au-dessus de 50 ou on fait de recoller à 50 serait perçu comme un boost en termes d'appétit pour le risque, ou au contraire, l'idée que ça entretienne. Et quand on a l'impression que le marché a déjà bien joué un scénario, l'idée qu'il y a un surboost derrière, s'il n'y avait rien eu et qu'on attend cela, on se dit oui, là le boost il va être là-dessus. Mais comme le boost on a déjà eu sur plein d'éléments, et parfois d'ordre aussi macro, on se souvient qu'il y a des data macro plutôt en octobre qui étaient résilientes côté US, et ça plaisait au marché parce que les composantes de prix baissaient, mais la macro était résiliente. Donc la macro aussi résiliente, le marché l'a déjà aussi pricé. Donc il y a quand même un gros brassage comme ça de data. Il me semble que ce qui doit en découler, ce qu'on va voir sur les graphiques, c'est plutôt encore une fois la latéralisation plutôt qu'un redémarrage immédiat. Justement, en regardant le graphique du CAC 40, alors vous nous proposez le CAC 40 dividende réinvesti. Oui, toujours intéressant de se souvenir que le CAC 40 cash tel qu'on le lit chaque jour est mesuré, calculé hors dividende, et donc il y a un indice pour réintégrer les dividendes. Voilà. Alors celui-ci c'est le hors dividende, on va voir le dividende inclus après. Alors c'est vrai que le hors dividende, on voit ces deux niveaux techniques, c'est des obliques qu'on voit depuis longtemps. C'est des niveaux qui sont des niveaux de retest du marché. Ce qui est intéressant de voir, je vais faire un petit comparatif avec la période 2015-2016. Oui, cette période, si on se souvient bien, c'était post-crise des émergents. Et c'était aussi le moment où la Fed avait arrêté en 2014 l'achat d'actifs, elle a relevé les taux en 2015. Et en fait, on était sorti de cette période, vous voyez, il y avait une espèce d'excès comme ça de reprise. C'était aussi l'annonce, un petit peu les attentes du QE de la BCE à l'époque. Ouais. Donc il y avait une espèce de boost comme ça des marchés. Et on voit que la phase de retracement, c'était soldé ensuite par il y avait des creux parfois un peu marqués, mais globalement, 2014-2015, c'était assez arrondi en 2016. C'était vraiment une phase comme ça, un peu ronde, pas les bottoms qu'on a eu par le passé. Et j'ai l'impression que c'est ce type-là, vous voyez, de sortie de politique monétaire accommodante. On n'a pas les mêmes caractéristiques qu'à l'époque. Alors, le schéma inflationniste est très différent, mais la phase de sortie de politique monétaire est la même. On achète plus d'actifs, on relève les taux, etc. Et il me semble que ça va confirmer ce qu'on pense voir, c'est-à-dire que le 2020, 2021, 22, plutôt 2021-22, pardon, espèce de bottom du CAC vers les 5006, 5008, mais ensuite, vous voyez, de manière très large, c'est un bottom qui se met en place sur peut-être 2 ans et demi même, et donc vous voyez, le niveau technique, c'est toujours un peu un alibi aussi pour une fois que ça a bien rallié pour vendre un peu. Donc on voit que le marché vend à 2-3% depuis le sommet. Je pense qu'il y a des matières à aller chercher un peu les moyennes de prix hebdomadaires, des 6004, voilà, 6004, 6005. C'est pas beaucoup par rapport au niveau actuel, c'est 3% de plus de baisse. Mais je trouve qu'il y a un peu d'espace graphiquement déjà pour y aller. Ce qu'on vient de décrire là pendant quelques minutes, il y a quelques arguments qui iraient dans ce sens-là. Et puis attention, quand même, une petite surprise. Le PPI a montré que d'un mois à l'autre, il y avait quand même eu un rebond. Alors en annuel, ça glisse toujours, pas de problème. Mais en mensuel, et est-ce que pour le CPI, il n'y aura pas un peu ce risque-là en fait? Donc, je me dis que s'il y avait un CPI qui tombait effectivement mensuel, un peu rebondissant à un moment donné, ça peut jeter un froid. Voilà, c'est typiquement le genre de marché à temps pour prendre 2-3% de baisse de plus, et voilà. Donc, moi, je suis plutôt à viser les 6004 que viser les 7000 actuellement. Bon, si on regarde alors cette fois le CAC 40, dividende réinvesti, effectivement, quelle est la lecture qu'on peut faire de l'indice, Alexandre? Déjà, c'est toujours très impressionnant quand on met les dividendes de bien se rendre compte de la différence. C'est là qu'on dit que les marchés nous font monter. Quand on voit sur le graphique, on comprend pourquoi. Le raisonnement est à peu près le même, c'est-à-dire qu'on voit que le marché est venu solder, après l'énorme excès post-Covid, est venu récupérer l'ancien sommet pré-Covid à 2 reprises. On a 2 beaux tests, comme ça, très bien aligné, un peu au-delà de 16005. Et c'est même cette même impression de bottom. Et on voit, moi, je ne vois pas comment un marché peut aller à 20 000 et retomber ensuite à 17, 16 et casser tout ça. Même s'il y a ce canal, effectivement, on est sorti de manière un peu trop dynamique du haut, c'est l'excès post-Covid, la liquidité, etc. Dans la phase de correction, le bilan de la Fed est en train de baisser, le bilan de la BCE commence à ralentir aussi, les taux, même si on ralentit les hausses de taux, ça reste encore des hausses de taux. Oui, 50 c'est historiquement énorme, toujours. Énorme, oui, bien sûr. On s'est presque habitué à 75, mais 50 c'est fort. L'économie qui ralentit déjà, et sachant que c'est des signaux un peu lag, et on sait que la politique monétaire a ses effets comme ça projetés facilement sur 2-3 trimestres, eh bien on se dit qu'il n'y a pas les arguments aujourd'hui pour que le marché flambe comme ça à 20 500, et sachant qu'il y a aussi des composantes un peu lourdes du CAC, le luxe, LVMH qui est sur son sommet, Total qui a beaucoup rallié alors que le pétrole est tombé sur des plus bas d'un an. Il y a des gaps comme ça au niveau des stocks liés à l'énergie qui vont devoir être un petit peu comblés, et puis des valeurs sur le luxe, on parle effectivement tout à l'heure d'une réouverture qui ne serait pas linéaire
linéaire en Chine. On ne voit pas de vecteur linéaire. On le voit regarder encore ce matin sur les datas de nouveaux prêts en yuan ou autre. Ça ne booste pas, ça monte. Ouais. Mais ce n'est pas le boost, ce n'est pas les vannes ouvertes. Donc on voit bien que la Chine veut faire ça par petites touches sur plein de choses. Le sanitaire, l'aspect marché, baisse des ratios prudentiels pour les banques. Donc ça conforte plutôt cette idée, là aussi, d'un bottom très large, comme ça, dont on aurait vu les plus bas, mais qui nécessite d'être consolidé un peu à droite aussi. Et donc, voilà, je vois bien des retours sur l'oblique. Là, c'est des niveaux encore 4, 5, 6% plus bas. Voilà, pas forcément beaucoup plus. Qu'est-ce qu'on peut dire d'un des indices, alors, qui aura été le grand perdant de l'année depuis un an, le Nasdaq, qui n'est pas tout à fait le même indice que le Dow Jones, que le CAC 40, que le DAX, que les indices chinois ou japonais, qui sont plus industriels, plus value aujourd'hui. Le Nasdaq, c'était l'emblème de la décennie passée, qui a le plus souffert cette année. Oui, qui a le plus souffert, mais je dirais que cette souffrance est proportionnelle à la performance incroyable déjà sur 10 ans, et même post-Covid. Et même quand on parle des licenciements, c'est vrai que pour certains voient dans ces licenciements du secteur de la tech le signe un peu annonciateur de l'équivalent d'une bulle comme les années 2000. J'ai une étude passée de Goldman Sachs qui expliquait que la tech, l'emploi de la tech, c'était 2-3%. Ouais, jusqu'à 3%, entre 0,5 et 3% de l'ensemble du marché du travail américain. C'est ce qui est assez fascinant, ça crée une richesse absolument énorme, alors que c'est très peu d'emplois. Et donc, la structure des groupes aujourd'hui, en termes de bilan haute, c'est pas le Nasdaq de l'époque. Donc, ces risques-là, moi, je les évacue. C'est plus une approche par rapport aux taux. On va se dire, notamment les taux courts. On a vu cette hypersensibilité aux taux courts du Nasdaq. Dès que les taux courts montaient, le Nasdaq baissait. Là, on voit que les taux courts commencent à plafonner un peu. La question, du coup, c'est celle-ci. C'est est-ce que les taux courts vont rester sur une zone haute pendant plusieurs mois? D'après le discours de Jérôme Powell, c'est ce qu'on devrait avoir. Ou est-ce que le marché est déjà dans une analyse de ralentissement, voire de récession de l'économie américaine, auquel cas les taux courts baisseraient, signe de récession, et ça repentifierait du coup la courbe de taux, et on aurait dans ce cas-là les récessions classiques, repentification courbe de taux, égale baisse de marché supplémentaire, égale donc la récession économique. Moi, l'hypothèse de la repentification qui serait baissière pour le marché, j'y crois moins, parce que comme le marché a déjà beaucoup baissé dans la phase d'inversion de la courbe, en fait, quand elle va se repentifier, c'est que l'inflation plafonne, c'est que la Fed commence à plafonner. Donc du coup, c'est plus une question de l'analyse de est-ce qu'on va rester à travailler un peu cette zone entre deux Fibonacci. Vous voyez tout le rallye post-Covid, vous avez le retracement technique, 50 et 61,8. On voit que le 61,8 a été bien tapé. On a du mal à passer, il y a tout un carrefour technique à la hausse de résistance. C'est très bien qu'on reste là-dedans quelques temps. Il n'y a pas les bases pour un V-bottom. Pour un V-bottom, il faut que l'inflation se crache, que les taux US se crachent, que la Fed pivote massivement. Il n'y a pas les bases pour ça. Donc je verrais bien le Nasdaq se balader quelques temps encore. C'est large, comme mais 10 500, 11 700, former ce creux. Et on aura des signaux un peu plus accélérant. Il y a l'oblique qui passe par différents points hauts intermédiaires, repasse au-dessus du Fibo, repasse au-dessus de l'oblique. Là, on commence à avoir des choses plus convaincantes. Pour l'instant, c'est consolidation. On voit bien dans ce rectangle mauve là qui identifie la séquence récente. C'est très différent de ce qu'on a vécu cet été, notamment, où il y avait là ce V-shape, ce V-bottom sur le Nasdaq qui s'est mal terminé ensuite. C'est paradoxal. Il n'y a pas de raison d'avoir ça parce que l'inflation montant encore. C'était plus des éléments de langage qui avaient un peu plus au marché. Aujourd'hui, il y a quand même bien plus d'éléments qui favoriseraient ça. Mais là, encore une fois, le marché, il y a aussi une question de valorisation. Il y a des questions de perspective aussi économique. Donc, je trouverais logique le mix du monétaire, des taux et de la micro pour rester quelque temps dans ce canal. Alexandre Baradez, chef analyste chez IG, le plan de trading de Smart Bourse chaque lundi à 12h30 dans l'émission. Voilà pour cette édition du soir de Smart Bourse. On se retrouve demain à 12h30 sur Bismart.